À Paris, le magazine de la ville de Paris. Bienvenue dans À Paris, le magazine des Parisiennes et des Parisiens, numéro 87, pour mars, avril, mai 2025. À la une, végétalisation, piétonisation, les Parisiens aux urnes le 23 mars. Retrouvez également dans ce numéro, bienvenue à la Maison de l'Animal, 3 Parisiennes inspirantes et Paris vu par Agnès Varda. Au sommaire de votre magazine À Paris numéro 87, à la carte, à retenir, à découvrir, en consultation dans un centre de santé parisien. À vivre, bienvenue à la Maison de l'Animal. À la loupe, à la une, pour ou contre une ville-jardin. À l'honneur, 3 Parisiennes d'exception. À venir, à travers l'histoire, la si pâle, si mythique. Que faire à Paris ? Expo, le regard d'Agnès Varda. À vous de jouer. Tribune, à colorier. À Paris, l'éditorial. L'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Un printemps parisien entre verdure et engagement citoyen. Avec l'arrivée des beaux jours, Paris se métamorphose en un écrin de verdure, poursuivant sa transformation écologique. Dès le 23 mars, une nouvelle page de notre démocratie participative s'écrit avec la votation sur la végétalisation et la piétonisation ouverte dès 16 ans. Une occasion unique pour une nouvelle génération de Parisiens de faire fleurir leur quartier. Cette ambition pour Paris s'incarne aussi dans la transformation spectaculaire du parvis de l'Hôtel de Ville. Une véritable forêt urbaine y prendra bientôt racine, rejoignant celle de la place du Colonel Fabien. Ensemble, elles incarnent notre engagement pour une capitale plus respirable où la nature reprend ses droits. Mais transformer Paris, c'est aussi faire progresser l'égalité. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, À Paris met à l'honneur des Parisiennes inspirantes dont les parcours témoignent des combats et des réussites qui font progresser l'égalité des genres dans notre ville. Que le printemps qui s'annonce nourrisse nos aspirations collectives et renforce notre envie d'agir pour une ville plus verte et plus égalitaire. Je souhaite que le vôtre soit florissant et plein d'espoir. À la carte. À portée de pain. Croûte plus ou moins dorée, baguette tradition ou pain de campagne, croissant ou pain au chocolat. Le plus dur lorsqu'on entre dans une boulangerie, c'est bien souvent de choisir ce que l'on veut. Pas de chance pour les indécis, mais un authentique bonheur pour tous les gourmands. À Paris, 93% des habitants vivent à moins de 5 minutes de marche d'une boulangerie, comme on le voit ici sur cette page en schéma. Il faut dire que la capitale, véritable ville du quart d'heure, est le territoire français le plus dense en commerce, bars, cafés et restaurants, selon l'atelier parisien d'urbanisme APUR. On dénombre ainsi 60 846 commerces et services en rez-de-chaussée de rue, répartis aux 4 coins de Paris. À l'image de la société et de la ville, ces commerces évoluent pour répondre aux aspirations des habitants. On compte aujourd'hui moins de garages automobiles, moins 16% entre 2020 et 2023, et beaucoup plus de magasins de vente, réparation et location de vélos, plus 39%. Découvrez Paris différemment avec les cartes insolites de l'APUR sur paris.fr/atlas. Les boulangeries en quelques chiffres. 1203, c'est le nombre de boulangeries à Paris. 173, c'est le nombre de boulangers retenus pour le Grand Prix de la baguette de tradition française de la ville de Paris en 2024. 310, c'est le nombre de nouveaux commerces alimentaires ouverts entre 2020 et 2023. À retenir. La renaissance de la piscine Château-Landon. Dans la foulée des Jeux de Paris 2024, la piscine Château-Landon, dans le 10e arrondissement, fait à son tour peau neuve. Inaugurée en 1884, c'est la première piscine couverte en France, remaniée dans les années 1920 dans le style paquebot qui lui donne aujourd'hui son caractère unique. Elle dispose de coursives sur 2 étages, abritant des cabines privatives et surplombant un bassin de 25 mètres. Au-delà de la préservation de ses aspects patrimoniaux, la rénovation s'accompagne d'objectifs écologiques avec 40% de consommation énergétique en moins. Rendez-vous début 2026 pour en profiter. Quand se jeter à l'eau ? Le matin, à la pause déj, l'après-midi ou bien en soirée, trouver l'horaire parfait pour nager à la piscine sans croiser trop de monde peut se révéler difficile, à moins d'utiliser l'outil Affluence.
Mis en place dans plus d'une vingtaine de bassins parisiens, il permet de mesurer en temps réel la fréquentation des lignes d'eau. Un clic et hop, enfilez votre maillot de bain. Tous les horaires sont à retrouver sur le site internet paris.fr/affluence au pluriel, piscine au pluriel. 100 comme le nombre de nouveaux postes qui vont être créés cette année dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD de la capitale. Paris compte actuellement 79 structures, dont 15 sont publiques et gérées par la ville de Paris. L'hôtel de ville vous ouvre ses portes. Le samedi 22 mars, venez nombreux et en famille à l'hôtel de ville à Paris Centre pour la 4e édition de ses portes ouvertes. Vous pourrez y rencontrer vos élus ainsi que celles et ceux qui œuvrent pour Paris à travers différents stands, comprendre le fonctionnement de la ville, se cultiver et s'épanouir à Paris, adapter la ville pour le climat, consommer local et durable, Paris solidaire, la baignade en Seine, etc. C'est aussi l'occasion d'apprendre les gestes qui sauvent, de participer à un atelier de rempotage ou de danser au rythme des groupes musicaux présents. Si je le pouvais, les Spurs joueraient tous les ans à Paris. La phrase de Victor Wembanyama, star française de l'équipe de basketball des San Antonio Spurs, à l'occasion des NBA Paris Games en janvier dernier. Bye bye X. Avec 2,2 millions d'abonnés, Paris était la collectivité la plus suivie de France sur X, anciennement Twitter. La ville de Paris a néanmoins décidé de quitter le réseau social d'Elon Musk fin janvier. En cause, l'évolution de ses pratiques de modération, l'amplification de la désinformation et la banalisation des propos outranciers, voire violents. Alors, si l'actualité parisienne vous intéresse, rejoignez-nous sur nos autres plateformes. Blue Sky, à l'adresse bsky.a2p/profil PORFILE/paris.fr. Instagram, instagram.com/paris-8maville/, LinkedIn, linkedin.com/compagnie, COMPANY/ville de Paris/. La santé, ça se partage. Depuis le début de l'année, les services centraux de la direction de la santé publique, DSP, de la ville de Paris, sont réunis dans l'ancien centre des impôts du 4 rue Boucry, dans le 18e arrondissement. Entièrement rénové, il offre un environnement de travail qui répond aux standards les plus élevés en matière de santé au travail. Son originalité, une agora qui propose aux Parisiennes et aux Parisiens des ateliers, des expositions et des projections. Des experts de la santé publique au sens large y interviennent aussi pour des tables rondes, des colloques ou des ciné-clubs spécialisés. À découvrir. En consultation dans un centre de santé parisien. À Paris, peu importe vos moyens, la ville propose une large offre d'établissements pour vous permettre de prendre soin de votre santé. Direction le centre Tisserand, dans le 14e arrondissement, pour en savoir plus. C'est par hasard que je suis venu ici, je n'avais pas de médecin et j'ai trouvé un rendez-vous via une appli. Sur place, je me suis senti écouté. La gynécologue m'a conseillé d'aller voir une diététicienne qui travaillait au centre. À chaque fois, je n'ai pas eu besoin de payer, ce qui m'a agréablement surprise, se souvient Marie. Habitante du 14e arrondissement, cette femme de 33 ans a connu une prise en charge classique au sein du centre de santé Tisserand. Celui-ci fait partie d'une offre de soins municipale qui s'accroît. Cette année, 3 nouvelles maisons de santé ouvriront leurs portes à Paris pour garantir l'accès à un généraliste de secteur 1 ainsi que 3 maisons sport-santé supplémentaires. Tiers payant intégral. Le centre Tisserand est implanté à 2 pas de la rue d'Alésia. C'est Astrid Elisabeth Gras, médecin généraliste et gynécologue, qui nous accueille. Il y a une vraie complémentarité de soins qui s'articule entre ce centre et les centres Rider dans le 14e et Tiphaine dans le 15e, situés à proximité, détaille la responsable de ces 3 centres municipaux. On y trouve aussi bien des médecins généralistes que spécialisés, des infirmières, des psychologues, etc. On peut facilement renvoyer vers un autre professionnel du centre, puis assurer un suivi du patient. Autre spécificité de ces structures, elles sont conventionnées secteur 1 et pratiquent le tiers payant intégral, ce qui évite d'avancer les frais et empêche tout dépassement d'honoraires.
Le centre médico-social Rider a la particularité d'accueillir tout le monde, ajoute le docteur Gras. Cela signifie que des patients n'ayant pas de droit ouvert à la sécurité sociale, comme des personnes migrantes, seront reçus pour une consultation avec un médecin et auront également un rendez-vous avec une assistante sociale. Là-bas, nous assurons aussi des consultations du planning familial et nous intervenons auprès de collégiens. Professionnellement, c'est très enrichissant car ces centres municipaux permettent de toucher un public très varié, tant dans l'âge qu'au niveau du milieu social. Plus de temps avec les patients. Voilà 3 mois que Michael, interne en médecine générale, effectue son stage aux côtés d'Astrid Elisabeth Gras. Ici, il a la sensation que les médecins font moins de paperasse et ont plus de temps avec les patients. Une impression confirmée par le docteur Gras. Tout l'aspect administratif est géré par les équipes du centre, ce qui permet de consacrer entre 20 et 30 minutes à chaque consultation. Outre ces consultations, le centre Tisserand propose également des ateliers d'éducation thérapeutique animés par une infirmière autour de thématiques comme la santé mentale, l'alcool ou les comportements alimentaires. L'idée est d'accompagner le patient dans l'ensemble de son parcours de soins. Cela passe par lui offrir la possibilité de se prendre en charge et de ne pas être dépendant des autres, conclut le médecin. Quelques mots de Patricia, habitante du 14e. Avoir tous les soins regroupés à un même endroit est un vrai plus. J'ai découvert le centre Tisserand il y a plus de 10 ans. Il y a une très bonne équipe et une super ambiance. J'ai eu envie de m'y investir. C'est pourquoi je fais partie d'un comité d'usagers lancé cette année qui veut développer des projets au sein du centre. Le témoignage de Léa, habitante du 14e. Nous sommes arrivés à Paris il y a 1 an avec mon mari et nos 2 jeunes enfants. On nous avait dit que ce serait dur de trouver un médecin, mais nous sommes très bien tombés avec le centre Tisserand. C'est un service public de proximité et on a tout de suite eu un très bon contact avec le docteur qui suit nos enfants. À vivre. Bienvenue à la maison de l'animal. Vous avez un chien, un chat ou encore un lapin. Vous en voulez un, mais vous avez besoin de conseils. La maison de l'animal est là pour vous accueillir, vous renseigner et vous amuser avec votre petit compagnon. Cela va de soi. Y a-t-il des animaux dans la maison de l'animal dans le 12e arrondissement ? Oui et non. Ce n'est pas un refuge, encore moins un zoo. C'est un lieu pour rencontrer des propriétaires d'animaux et tous les animaux domestiques sont les bienvenus. La structure qui offre informations et activités est aussi dédiée aux associations vouées à la cause animale. On y parle de bien-être animal, de soins, d'adoption, grâce à des conférences, des débats, des animations et même des jeux. Est-il possible d'y aller si je ne possède pas d'animal ? Bien sûr, il y a des activités pour les enfants, des écoles et des centres de loisirs, les clubs seniors, les familles, les adultes actifs, les retraités et les personnes précaires. On peut aussi bien y fabriquer des hérissons avec des matières recyclées, y créer une fresque de la biodiversité, qu'y suivre des cours de yoga ou y participer à des apéros avec son chien. Certains ateliers sont récurrents, comme ceux d'éducation canine, mais la programmation change selon la semaine et son thème. Faune sauvage, biodiversité, chats, animaux mal aimés des villes, etc. Que faire pour obtenir des conseils ou des soins pour mon animal ? La maison de l'animal tient une permanence tous les jours et accueille les associations de protection animale. Elles vous prodigueront de bons conseils pour bien vivre avec votre animal en ville, prévenir les abandons et la maltraitance. Et parce que tout animal doit pouvoir être soigné, une permanence vétérinaire, conduite par l'association Vétérinaire pour tous, offre des consultations et des actes de prévention pour les chiens et les chats de personnes à faibles ressources ou sans domicile fixe, orientées par les centres sociaux. Maison de l'animal, chez de Bercy, 41 rue Paul Belmondo, dans le 12e arrondissement, ouverte la première semaine de chaque mois, en mai, semaine décalée du 12 au 17 mai. L'interdiction des chiens dans le jardin Yitzhak Rabin est levée les jours d'ouverture sur l'allée parallèle à la rue Paul Belmondo menant au Chez de Bercy. À la loupe. L'aide aux familles en 6 chiffres clés. La ville de Paris est en première ligne pour soutenir les familles. 0,13, soit en centimes d'euros, le coût du repas à la cantine pour les foyers modestes et jusqu'à 7 € pour les familles les plus aisées, des tarifs inchangés depuis 11 ans. 600 millions. Il s'agit du montant en euros des investissements de la ville de Paris dédiés au logement social et abordable pour les familles en 2025. 13 000 élèves de CP ont reçu un kit de fourniture scolaire gratuit d'une valeur de 20 € pour les aider dans leur réussite et soutenir leur famille. 20%,
C'est le pourcentage de la population parisienne vivant dans des quartiers populaires où des fragilités économiques et sociales sont présentes. La ville de Paris y intervient de manière renforcée. 12 800 comme le nombre de billets gratuits qui seront distribués pour organiser des visites de la Tour Eiffel dans le 7e à des classes et des centres de loisirs. 2,7 milliards, tel est le budget 2025 en euros dédié à la santé et à l'action sociale. Destiné à soutenir les Parisiens les plus modestes comme les familles de la classe moyenne, il se décompose ainsi. 18% sont dédiés aux crèches et à la petite enfance. 17,5% aux revenus de solidarité active, RSA. 17,4% à l'aide sociale à l'enfance. 17% aux autres interventions, dont les centres d'action sociale de la ville de Paris, CASVP. 11,8% aux personnes âgées. 8,9% au handicap. 4,5% à la santé et à la prévention. 2,6% aux services communs et 2,2% aux personnes en difficulté. À la une. Pour ou contre une ville-jardin ? Après l'avenir des trottinettes en libre service et la nouvelle tarification du stationnement des SUV, donnez de nouveau votre avis. Au programme ce dimanche 23 mars, pour ou contre végétaliser et rendre piétonnes 500 nouvelles rues dans Paris réparties dans tous les quartiers. Pour la première fois, les jeunes Parisiens peuvent voter dès l'âge de 16 ans. Quel est le sujet de la votation ? Concrètement, les Parisiennes et les Parisiens se prononceront au sujet de l'accélération de la végétalisation et de la piétonisation à moins de 300 mètres de chez eux. 500 nouvelles rues, cela correspond à 5 à 8 rues végétalisées et piétonisées, nouvelles par quartier. Quel est le choix proposé aux Parisiennes et aux Parisiens ? C'est celui de définir l'équilibre entre la place accordée aux véhicules motorisés et celle consacrée à la nature et aux piétons dans l'espace public. Cette votation offre la possibilité de donner un coup d'accélérateur à la transformation de la ville, à son adaptation face au dérèglement climatique, à la lutte contre la pollution et à l'amélioration du cadre de vie pour les piétons. Avec 500 nouvelles rues piétonisées et végétalisées, l'objectif est de passer d'une ville avec des jardins à une véritable ville-jardin et de créer de nouvelles continuités piétonnes au cœur de la capitale. Quelle sera la méthode pour choisir les 500 rues ? Si le pour l'emporte, un travail d'identification des rues associant les Parisiennes et les Parisiens sera lancé à l'échelle des arrondissements à partir du mois d'avril, avant de réaliser les études de faisabilité dont on estime à 3 ans la mise en œuvre complète. Cette participation citoyenne est au cœur de la politique de piétonisation et de végétalisation de la ville. Depuis 2020, 197 rues ont déjà été transformées et plus de 10 000 places de stationnement en plein air supprimées. Qui peut voter ? Tous les habitants de la capitale inscrits sur les listes électorales à la date du 26 février 2025 peuvent prendre part à ce scrutin. Pour la première fois, de jeunes Parisiennes et Parisiens âgés de 16 à 18 ans vont pouvoir donner leur avis dans cette 3e votation, après une inscription sur formulaire clos le 26 février dernier. Où voter ? Pas moins de 34 lieux de vote sont disséminés aux 4 coins de la capitale. Retrouvez votre bureau de vote sur le site internet paris.fr/votation. Sur cette page, une carte de Paris avec les différents bureaux de vote. Paris Centre, QG, Quartier Jeune, 4 places du Louvre, Espace parisien des Solidarités, 8 rue de la Banque, Mairie de Paris Centre, 2 rue Eugène Spuller, Académie du Climat, 2 place Baudoyer. Dans le 5e arrondissement, à la mairie du 5e, 21 place du Panthéon. 6e, mairie du 6e, 78 rue Bonaparte. Dans le 7e arrondissement, à la mairie du 7e, 116 rue de Grenelle. 8e, mairie du 8e, 3 rue de Lisbonne. Dans le 9e arrondissement, à la mairie du 9e, 6 rue de Rouault. 10e, mairie du 10e, 72 rue du Faubourg Saint-Martin. Collège Valmy, 199 quai de Valmy. Dans le 11e arrondissement, à la mairie du 11e, 12 place Léon Blum. 12e, école élémentaire Bignon, 4 rue Bignon. Groupe scolaire Daumesnil, 253 bis et terre avenue Daumesnil. Groupe scolaire Jean Bouton, 5 rue Jean Bouton. Dans le 13e arrondissement, à la mairie du 13e, 1 place d'Italie.
14e, mairie du 14e, 2 place Ferdinand Bruno. Annexe de la mairie, 12 rue Pierre Castagnou. Dans le 15e arrondissement, à la mairie du 15e, 31 rue Péclé. À l'école élémentaire Vigée-Lebrun, 11 et 17 rue Vigée-Lebrun. À l'école maternelle Cardinal Hamet, 3 place du Cardinal Hamet. À l'école élémentaire Saint-Lambert, 10 et 12 rue Saint-Lambert. 16e, mairie du 16e, 71 avenue Henri Martin. École du Parc des Princes, 1 rue du Sergent Maginot. Gymnase Henri de Monterland, 32 boulevard Lannes. Dans le 17e arrondissement, à la mairie du 17e, 18 rue des Batignolles. Au groupe scolaire Ampère, 18 rue Ampère. Au groupe scolaire Épinette-Kellner, 1 rue Jacques Kellner. Au groupe scolaire Pereire, 221 boulevard Pereire. 18e, mairie du 18e, 1 place Jules Geoffrin. Dans le 19e arrondissement, au gymnase Jean Jaurès, 87 avenue Jean Jaurès. 20e, mairie du 20e, 6 place Gambetta. Comment est organisée la votation ? La votation a lieu le dimanche 23 mars dans 218 bureaux de vote répartis dans tous les arrondissements de la capitale. Les Parisiennes et les Parisiens peuvent s'y rendre entre 9h et 19h. Le vote s'effectue dans l'arrondissement correspondant à l'adresse d'inscription sur les listes électorales. Attention, il ne sera pas possible de recourir à des procurations en raison du statut municipal de la votation. Pour plus de précisions sur les lieux de vote, rendez-vous sur paris.fr. 2 fois plus de raisons de voter. Plusieurs maires d'arrondissement ont souhaité ajouter une question dans le cadre de la votation. Découvrez celle qui vous concerne ci-dessous. Paris Centre, pour ou contre introduire davantage de commerces de proximité, de logements et de végétalisation sur l'île de la Cité. Paris 10e, pour ou contre la transformation des portes Saint-Martin et Saint-Denis en places végétalisées et piétonnisées. Paris 11e, pour ou contre la réalisation d'au moins un cœur piéton dans chaque quartier du 11e arrondissement. Paris 14e, pour ou contre l'expérimentation d'une caisse alimentaire solidaire dans le 14e arrondissement. Paris 17e, pour ou contre l'expérimentation de technologies numériques afin d'optimiser les consommations énergétiques de l'éclairage public et faciliter l'entretien de l'espace public. Paris 19e, pour ou contre la création d'un jardin du souvenir pour les animaux de compagnie dans le 19e arrondissement. Paris 20e, pour ou contre la création d'un conseil des enfants du 20e arrondissement doté de prérogatives dans le champ de l'enfance et des familles. Participation citoyenne, jamais sans vous. Chaque Parisienne et chaque Parisien peut participer à la vie de la capitale de demain grâce à de nombreux outils de démocratie participative. Donner son avis, proposer des idées, réagir, c'est ça l'esprit parisien. Les votations. En avril 2023, 103 084 Parisiennes et Parisiens se sont mobilisés lors de la première consultation citoyenne portant sur les trottinettes en libre service. En février 2024, ils étaient 78 121 à s'exprimer sur la création d'un nouveau tarif de stationnement pour les SUV. Les dialogues parisiens, ils permettent une concertation au long cours sur une plateforme dédiée. En 2023, 61 000 participants ont partagé 8 471 idées sur la place des enfants dans la ville. Un an plus tôt, on recueillait vos bonnes idées sur le thème « Comment bien vivre à Paris ». Résultat, plus de 10 000 propositions déposées sur des sujets comme la végétalisation, la sécurisation ou l'économie circulaire. Le budget participatif. Incontournable, celui qui a fêté ses 10 ans est l'outil phare de la démocratie locale parisienne. Chaque année, après une phase de dépôt de projet, c'est l'heure de voter, dès 7 ans, dans les urnes déposées dans toute la ville ou en ligne. Depuis 2014, 23 000 idées ont été soumises avec 1345 projets lauréats, dont 300 dans les quartiers populaires. Préparez-vous à voter dès le mois de septembre prochain. L'Assemblée citoyenne, fondée en 2021, elle réunit 100 Parisiennes et Parisiens sélectionnés aléatoirement sur les listes électorales pour cogiter sur les politiques municipales. Alors que la 3e promo est en plein travail, Paris se mobilise pour mettre en œuvre la délibération adoptée par la promo 2023-2024 visant un meilleur accompagnement des personnes sans abri. Le Conseil parisien de la jeunesse. Prendre en compte les besoins des 15-30 ans, innover et imaginer des solutions pour mieux les accompagner vers l'autonomie,
C'est la mission des 100 jeunes réunis au sein de cette instance. Durant leurs 2 années de mandat, ces derniers se retrouvent lors de soirées organisées à l'Hôtel de Ville ou à Cugy, à Paris-Centre, et émettent des vœux. Le Conseil parisien des Européennes et des Européens. Avec 61 membres, il explore et rend des avis sur des thèmes variés comme l'enseignement des langues, l'intelligence artificielle, IA ou l'égalité femmes-hommes. Décider pour voter. La voix des Parisiennes et des Parisiens guide l'action municipale toute l'année via les consultations recensées sur la plateforme Décider pour Paris, des conseils de quartier, des conseils citoyens dans les quartiers populaires ou encore le conseil de la nuit. À votre tour de passer à l'action sur le site internet décider.paris.fr. À l'honneur. 3 Parisiennes d'exception. À Paris, la Journée internationale des droits des femmes, c'est le 8 mars et tous les autres jours de l'année. Découvrez les parcours, les luttes et les convictions de 3 personnalités refusant le statu quo et ouvrant de nouvelles voies pour les générations futures. Anne-Cécile Melfer, présidente et cofondatrice de la Fondation des femmes. Très tôt, j'ai compris qu'en tant que femme, je n'aurais pas les mêmes opportunités et je ne serais pas confrontée aux mêmes risques que mes frères. Mon engagement a débuté dans une association d'aide aux personnes prostituées, un premier choc. Puis, j'ai élargi mon combat à l'égalité au travail avec la volonté de changer les choses en profondeur. En 2016, j'ai cofondé la Fondation des femmes, qui collecte des fonds pour les associations engagées dans les droits des femmes. En 2024, 3,8 millions d'euros ont été reversés. Depuis 2020, la ville de Paris met à disposition un lieu unique qui regroupe toutes ces associations afin qu'elles œuvrent ensemble et se soutiennent. La Cité Audacieuse dans le 6e arrondissement. C'est aujourd'hui un lieu ressource pour les Parisiennes. Quelle chance d'être militante à notre époque, car nous vivons une accélération de la prise de conscience, notamment depuis MeToo, mais des résistances subsistent. Il faut continuer à investir dans l'égalité pour construire une société plus juste. Ce qui me motive chaque jour, toutes les femmes qui, malgré les violences qu'elles ont subies, trouvent la force d'agir. Rendez-vous à la Cité Audacieuse dans le 6e pour découvrir la Fondation des femmes. Sonia Pinault, psychologue clinicienne, cofondatrice de l'association Elles Imaginent. Depuis 2009, avec Elles Imaginent, nous accompagnons les victimes de violences conjugales qui vivent et travaillent à Paris en proposant écoute, soutien psychologique, accompagnement juridique, ainsi que des ateliers autour de l'art-thérapie, de l'estime de soi, etc. L'association mène aussi des actions de prévention dans les milieux scolaires et festifs, tels les Safe Places installés pendant les Jeux de Paris 2024. Développer Elles Imaginent m'a épanouie en tant que professionnelle et psychologue, mais surtout en tant que femme. C'est ce que j'aspire à apporter à chaque Parisienne qui passe la porte de l'association, chaque bénévole, chaque professionnel. Lutter contre les violences faites aux femmes, c'est aussi apprendre à poser ses propres limites et déconstruire les schémas oppressifs. Vous souhaitez prendre contact avec Elles Imaginent par mail à accueil@ellesimaginent.fr ou par téléphone au 06 61 89 47 90. Zaya Ziwani, chef d'orchestre, fondatrice de l'orchestre symphonique Divertimento. On m'avait dit qu'il était impossible d'être chef d'orchestre en étant une femme, une maman, jeune et issue d'un milieu populaire. Plus on me l'a rabâché, plus c'est devenu un challenge. Résultat, en 1998, à 20 ans, j'ai fondé l'orchestre Divertimento, qui se produit désormais partout dans le monde. Nous avons même participé à la cérémonie de clôture des Jeux de Paris 2024. S'il y a des progrès dans la culture, les femmes restent obligées de créer leurs propres opportunités. Aucune ne dirigeait un orchestre national avant 2020, et alors qu'une charte préconise de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans la programmation des orchestres, très peu d'œuvres de compositrices sont jouées. Ce combat irrigue mon travail. Je passe beaucoup de temps dans les établissements scolaires pour expliquer aux jeunes que tout est possible, qu'il ne faut pas s'interdire des voix sous prétexte qu'elles sont historiquement masculines. Retrouvez le programme de Divertimento sur www.orchestre-du6divertimento.com. À venir. Zéro déchet à tous les étages. Paris accueillera plusieurs immeubles zéro déchet d'ici quelques années. Quelles seront leurs spécificités ? Quels impacts auront-ils sur le quotidien de leurs habitants ?
On vous propose un petit bond en 2030. C'est un matin ordinaire, il est 7h30 et le soleil se lève, illuminant la façade de l'un de ces nouveaux immeubles nichés au cœur du 15e arrondissement, à 2 pas du métro Convention. Léna, 35 ans, ouvre la porte de son local à poubelle pour que son fils, Théo, 8 ans, jette une bouteille de jus de pomme dans le bac de tri pour le verre. Ici, chaque geste a une utilité, chaque déchet a une deuxième vie, de quoi donner du sens à la célèbre citation d'Antoine Lavoisier « Rien ne se jette, rien ne se crée, tout se transforme ». Simplifier la vie. Dans les immeubles zéro déchet, oublier de trier n'est pas une option. Mais pas de panique, tout est pensé pour simplifier la vie des habitants. Les locaux à poubelles, lumineux et revêtus de terre crue pour neutraliser les odeurs, comptent plusieurs bacs colorés. Chaque type de déchet y trouve sa place. Emballage, carton, déchets organiques, verre, etc. Tous sont dotés de petites marches afin de faciliter leur usage aux enfants. Théo adore y repérer les pictogrammes conçus pour être accessibles à tous. Ce qui est génial ici, c'est que l'on voit tout de suite l'impact de nos efforts, explique Léna, tout en montrant le composteur collectif installé dans le jardin de la copropriété. Les habitants y déposent épluchures et marcs de café, transformés en compost utilisé pour nourrir les plantes des espaces verts partagés. D'autres résidents préfèrent utiliser les nombreuses bornes d'apport volontaire de déchets alimentaires installées dans les rues. Créer du lien. Sur le chemin de l'école, Léna passe devant une boîte à livres et un panneau « Je prête, je donne ». Aujourd'hui, une voisine propose un bureau pour enfants, parfait pour Théo qui en cherchait un. Juste à côté, l'espace bricolage est en pleine effervescence. Un atelier de réparation de petits électroménagers attire les curieux. C'est ici que j'ai appris à réparer mon aspirateur, confie Mathéo, un autre résident. L'immeuble prévoit même une solution pour les cartons, ces encombrants qui finissent souvent éparpillés dans les locaux à poubelles. Un compacteur de déchets a été installé, permettant de réduire leur volume avant le ramassage. Chaque couloir de la copropriété dispose également de fiches informatives sur ce qui peut être donné ou prêté aux voisins. Tout est fait pour favoriser la création de liens. Se sentir utile. La végétalisation occupe évidemment une place prépondérante dans l'architecture de l'immeuble. Les espaces communs sont également pensés pour encourager les bonnes pratiques. Chaque étage expose des affiches rappelant des consignes à suivre ou proposant des objets à donner. Les enfants, eux, apprennent à trier grâce à des ateliers organisés dans le jardin partagé. Aujourd'hui, les résidents écoutent les conseils d'une association spécialiste de la réduction des déchets qui les accompagne dans leurs gestes du quotidien. C'est grâce à leurs astuces simples et efficaces que l'on a pu minimiser notre impact, se réjouit Léna devant les progrès réalisés par les membres de l'immeuble. Le soir venu, la famille se retrouve pour la braderie trimestrielle du bâtiment dédié au textile. Habiter ici, c'est une vraie leçon de vie collective. On partage, on réduit, on réutilise et on se sent utile, conclut Léna. Vivement 2030. À travers l'histoire. La Cipale, si mythique. Le vélodrome Jacques Anquetil, plus connu sous le nom de Cipale, va bénéficier d'une rénovation de ses tribunes et de ses gradins. Retour sur les grands moments de cette piste implantée en plein cœur du bois de Vincennes. En photo sur cette page, le vélodrome Jacques Anquetil, Cipale, 49 avenue de Gravelle, dans le 12e arrondissement. Vous rêvez de rouler sur les traces de Jacques Anquetil, d'Eddy Merckx ou de Raymond Poulidor? Faites un tour à la Cipale, un site mythique pour les amateurs de la Petite Reine dans le bois de Vincennes, dans le 12e arrondissement. Quand je me suis retrouvée à la Cipale devant 30 000 personnes qui scandaient mon nom, j'ai eu la chair de poule et les larmes aux yeux, confiait le Belge Eddy Merckx en 2019 au Soir, quotidien francophone du plat pays. Car c'est bien lui, le cannibale, qui a marqué les lieux de son empreinte en bouclant sur la piste de béton ses 5 Tours de France victorieux, en 1969, 1970, 1971, 1972 et 1974. 130 ans d'histoire. L'histoire de la Cipale, contraction de piste municipale, épouse surtout celle du cyclisme tricolore. Ouverte en 1896, elle a accueilli les épreuves de cyclisme sur piste des Jeux Olympiques de 1900 et de 1924, mais aussi de football ou de rugby sur le terrain en son centre. C'est ici également que le 11 août 1946, Louison Bobet, à l'aube de ses 3 maillots jaunes remportés sur la Grande Boucle en 1953, 1954 et 1955, s'y adjugea le titre de champion de France amateur. Après-guerre,
Le vélodrome parisien voit passer régulièrement les pistards de l'équipe de France. Mais s'il accueille l'arrivée du Tour de France à 7 reprises entre 1968 et 1974, alors que le Parc des Princes, dans le 16e arrondissement, jadis doté d'un vélodrome, est en pleine reconstruction, son usage va peu à peu diminuer. Dès 1974, l'ultime étape du Tour déménage même du côté de l'avenue des Champs-Élysées, dans le 8e. Des tribunes de style Eiffel. De nos jours, l'anneau de béton de 500 mètres garde la côte auprès des amoureux du vélo. C'est là, par exemple, que s'entraîne Raymond Pelé, triple champion du monde de poursuite dans la catégorie Masters, 35 ans et plus, adhérent au Vélo Club des vétérans parisiens. En juillet 2024, il fut l'un des porteurs de la flamme olympique lors de son étape à la Cipale. C'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Ce vélodrome accueille mon club depuis de nombreuses années et porter la flamme dedans, en présence de ma famille et de mes amis, a remué pas mal de choses, évoquait-il l'été dernier. En 2025, la Cipale, renommée Vélodrome Jacques Anquetil en 1987, en hommage au quintuple vainqueur du Tour de France, va bénéficier d'une rénovation par la ville de Paris grâce à un mécénat avec la Française des Jeux, FDJ, et la Fondation du patrimoine. La restauration de ces tribunes de style Eiffel et la réhabilitation des gradins lui permettront d'organiser des compétitions sportives ainsi que des événements culturels. L'occasion d'écrire de nouvelles pages dans l'histoire du cyclisme. Que faire à Paris ? À l'affiche, expo, le Paris d'Agnès Varda, avec en illustration une photo de Ciné Tamaris intitulée « Les plages d'Agnès », photogramme de 2007, représentant Agnès Varda sur un bateau sur la Seine. À ne pas manquer, Matisse et Marguerite, le regard d'un père. Sur cette page, le tableau d'Henri Matisse, Marguerite endormie, Étretat, été 1920, huile sur toile. À la rencontre de l'autrice Marguerite Aboué. À l'affiche. Expo, le regard d'Agnès Varda s'invite à carnavaler. Du 9 avril au 24 août, la ville met en lumière le travail photographique méconnu de la cinéaste, née en 1928 et morte en 2019, avec le Paris d'Agnès Varda de Cidola. Cette rétrospective, composée de 130 tirages inédits, d'extraits de films, d'archives et d'objets personnels, retrace le regard unique d'Agnès Varda sur la ville de Paris, qu'elle considérait comme la plus belle du monde. D'Agnès Varda, on connaît surtout ses films et ses documentaires, moins sa passion pour la photographie. Cette rétrospective s'attache donc sur ses premiers clichés pris dans les années 1950 lorsqu'elle emménage dans la cour atelier de la rue Daguerre dans le 14e. Ce lieu était pour la réalisatrice un véritable outil de travail, un espace où elle pouvait créer en toute liberté, explique Rosalie Varda, sa fille, qui a largement contribué à cette exposition. L'inventaire de ces images, entrepris après son décès en 2019, a révélé l'ampleur insoupçonnée de son fonds photographique, estimé à plus de 27 000 négatifs, un chiffre qui ne cesse d'évoluer à mesure que des découvertes sont faites, signale Rosalie Varda, et qui montre combien le 8e art était pour sa mère un partenaire de création indissociable du cinéma. Un témoignage du quotidien des Parisiennes et des Parisiens durant plusieurs décennies. De Paris, Agnès Varda a capté bien plus que son urbanisme en immortalisant sur pellicule ses habitants avec une profonde empathie. Son regard sur la ville porte avant tout sur ceux qui y résident, indique Anne de Mondenard, la commissaire de l'exposition. On admirera la série de portraits mêlant célébrités et anonymes, en particulier dans le quartier Mouffetard, dans le 5e, où elle a longtemps photographié avant de réaliser le court-métrage L'Opéra Mouffe en 1958, ainsi que dans le quartier de la rue Daguerre. Pour Agnès Varda, Paris n'était pas qu'un simple décor, c'était un espace de rencontre, un terrain d'exploration humaine où elle captait les visages et les histoires invisibles, précise Anne de Mondenard. En effet, l'artiste n'a jamais cessé de mettre en lumière les marginaux et les oubliés, nous rappelant l'importance de porter un regard attentif à la ville et à celles et ceux qui la composent. Le musée Carnavalet, Paris-Centre, a par conséquent eu à cœur d'offrir une exposition accessible à tous, à l'image de la réalisatrice de Sans toi ni loi en 1985, qui a su se réinventer tout au long de sa carrière et toucher un public toujours renouvelé. C'est à la fois une installation pour ceux qui connaissent son cinéma mais ignorent son œuvre photographique, mais aussi pour ceux qui ne connaissent ni l'un ni l'autre et qui pourront découvrir les deux, et même ceux qui la connaissent déjà bien car il y a de nombreux inédits, souligne Rosalie Varda.
Un parcours spécifique pour les jeunes est d'ailleurs proposé afin de rendre accessible l'univers de cette artiste singulière à toutes les générations. L'exposition s'achève sur une galerie d'autoportraits shootée dans sa cour atelier, la cinéaste devenant ainsi à son tour un sujet d'image après avoir si longtemps observé le monde à travers son propre objectif. Pour sa fille, Agnès Varda s'est muée en modèle après avoir fait poser les autres, elle a posé pour eux. Au-delà de son œuvre, c'est sa personnalité, son esprit libre et sa curiosité insatiable qui continuent d'inspirer. Ce qui me touche toujours, c'est lorsque des gens me disent que c'est bien qu'elle ait pu exister, confie Rosalie Varda. Agnès Varda était bien plus qu'une cinéaste ou une photographe, elle a été l'icône d'une époque et avec cette exposition, c'est un peu de son Paris qui revit, vibrant et poétique, témoin d'un regard qui n'a rien perdu de sa modernité. Sur cette page, plusieurs photos d'Agnès Varda. Tout d'abord, un autoportrait dans son studio rue Daguerre à Paris dans le 14e arrondissement en 1956. On voit aussi une photo d'Alexander Calder devant son atelier à Paris dans le 14e en octobre 1954. Autre photo de Liliane de Kermadec, Corinne Marchand sur le tournage du film Cléo de 5 à 7, Cléo au Café du Dôme à Paris dans le 14e en 1961. Découvrez l'exposition au musée Carnavalet, 23 rue de Sévigné à Paris-Centre. Plus d'informations sur le site internet Carnavalet, carnavalet.paris.fr. Ouverture du mardi au dimanche de 10h à 18h. À ne pas manquer. Toute l'année, Paris célèbre Georges Bizet. Le 3 juin 1875 s'éteignait Georges Bizet, compositeur parisien de génie et auteur notamment de l'opéra Carmen. À l'occasion du 150e anniversaire de sa disparition, plusieurs lieux de la capitale lui rendent hommage en 2025. Au programme, des concerts, des conférences et même des promenades musicales. Retrouvez toute la programmation sur le site internet paris.fr/Bizet, B-I-Z-E-T. Coup de cœur, jusqu'au 17 août, une expo pour perdre la boule à facettes. Après le métal autour du disco d'enflammer la Philharmonie de Paris dans le 19e avec des archives audiovisuelles, des costumes, des photos et des instruments, l'expo Disco I'm Coming Out revient avec justesse sur les origines culturelles, sociales et même politiques de ce courant qui a fait danser la planète entière. Philharmonie de Paris, 221 avenue Jean Jaurès, dans le 19e. Plus d'informations sur philharmoniedeparis.fr. En photo sur cette page, Disco Derby du groupe Rythme Héritage en 1979. Du 4 avril au 24 août, Matisse et Marguerite, le regard d'un père. Peintre, graveur, sculpteur, Henri Matisse est une figure artistique majeure du XXe siècle. Parmi ses nombreuses inspirations, sa fille Marguerite occupe une place aussi importante que méconnue. C'est précisément ce rapport père-fille que met en avant le musée d'art moderne dans le 16e avec une rétrospective inédite. Rendez-vous au musée d'art moderne, 11 avenue du Président Wilson dans le 16e arrondissement. Plus d'informations sur mam.paris.fr. 13 avril, le marathon de Paris. L'Arc de Triomphe, les quais de Seine ou la cathédrale Notre-Dame, Paris-Centre. Comme chaque année, les coureuses et les coureurs du monde entier en prendront plein les yeux lors du traditionnel marathon de Paris. Si l'ensemble des dossards a déjà été vendu, cet événement n'en reste pas moins passionnant à suivre. On vous donne donc rendez-vous le long du parcours pour encourager les participants. Plus d'informations sur www.schneiderelectricparismarathon.com. Schneider Electric s'écrit SCHNEIDERELECTRIC. Du 30 avril au 11 mai, la foire de Paris. Le 30 avril, la plus grande foire de France fait son retour. Pendant 12 jours, 400 000 visiteurs vont fouler les allées du parc des expositions de la Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement, à la rencontre de 1250 exposants. Ce rendez-vous mêlant innovation, shopping, gastronomie et artisanat est un incontournable du printemps parisien. Rendez-vous à Paris Expo, Porte de Versailles, 1 place de la Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement. Plus d'informations sur le site internet www.foiredeparis.fr. 11 mai,
aux sportifs, la patrie reconnaissante. Dimanche 11 mai, c'est la première édition des 10 km du Panthéon. Au programme de cette course aussi inédite qu'historique, une traversée du quartier latin et de ses monuments les plus iconiques. Après tout, qui n'a jamais rêvé de transpirer en admirant dans le 5e la Grande Mosquée de Paris, la Sorbonne ou les arènes de Lutèce. Place du Panthéon, 5e arrondissement. Du 12 au 19 mai, ça swing à Saint-Germain-des-Prés. Chaque année au mois de mai, le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés accueille le gratin du genre musical au cœur de la capitale. Cette année encore, le temps d'une semaine, de nombreux concerts sont prévus dans des lieux iconiques tels que le théâtre de l'Odéon dans le 6e, la Maison de l'Océan dans le 5e ou le musée de Cluny dans le 5e. Découvrez le festival à Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement. Plus d'informations sur le site internet festivaljazzsaintgermainparis.com. Du 13 au 23 mai, tout est bien qui finit bien. Désir féminin, lâcheté, pudeur, érotisme. Au début du XVIIe siècle, peu de dramaturges osent aborder ces thèmes de manière aussi frontale. William Shakespeare, si, dans cette pièce, l'Anglais s'intéresse à une jeune femme se lançant à la poursuite d'un homme qu'elle veut aimer malgré lui, et cette comédie résolument moderne est à petit prix. Théâtre 13, bibliothèque, 30 rue du Chevaleret, dans le 13e. Plus d'informations sur théâtre13.com, 13 en chiffres. Sur cette page, un portrait de la princesse d'Éboli, fait aux environs de 1560 par un peintre inconnu. À la rencontre. Le Paris de Marguerite Aboué. L'autrice de la célèbre BD Aya de Yopougon vient de publier Akissi de Paris, un album qui se penche cette fois sur son adolescence à Paris, un récit loin des clichés et empreint d'humour. Petite, j'étais Tom Sawyer, confie Marguerite Aboué en riant. Le destin de l'autrice qui a grandi dans le quartier de Yopougon à Abidjan, en Côte d'Ivoire, bascule à 12 ans lorsqu'elle part pour Paris. Je ne savais même pas que le métro existait. Très vite, la pétillante adolescente captive ses camarades en leur racontant son enfance africaine. Puis un peu par hasard, la jeune femme met sur papier ses souvenirs pour ne pas les oublier. De fil en aiguille, elle donne naissance à deux héroïnes. Aya, une jeune ivoirienne qui se rêve médecin, et Akissi, son alter ego espiègle qui découvre la vie parisienne. Aujourd'hui, Marguerite Aboué transmet sa passion en ouvrant des bibliothèques en Côte d'Ivoire et en travaillant avec des écoles françaises. Marguerite Aboué présente ses 5 lieux coup de cœur à Paris. BNF Richelieu à Paris Centre. À 12 ans, en arrivant à Paris, mon grand-oncle m'a emmené dans une bibliothèque. Émerveillée, je pensais que c'était payant. Très vite, je me suis passionnée pour les livres et la BNF Richelieu est devenue un symbole, un espace magnifique où nous sommes tous égaux face au savoir. Aujourd'hui, je conseille à tout le monde d'aller dans ces bibliothèques car beaucoup ignorent qu'elles sont gratuites. Les bouquinistes de la Seine, Paris Centre. Voir ces vendeurs de livres en pleine rue me surprend toujours. En Côte d'Ivoire, les librairies par terre, comme on les appelle, sont interdites, car perçues comme une concurrence aux magasins. Ici, c'est tellement représentatif du charme parisien. La Butte Bergère, dans le 19e. Adolescente, je faisais beaucoup de babysitting et j'arpentais les quartiers parisiens avec pour mission d'épuiser les enfants turbulents. Un jour, je suis tombée sur un escalier menant à un havre de paix, la Butte Bergère. Loin du tumulte, avec ses petites maisons et ses jardins, elle offrait alors des vignes à visiter. Un quartier bucolique qui se mérite, avec une vue imprenable sur Montmartre. La librairie La Régulière, dans le 18e. Au cœur du bouillonnant quartier de la Goutte d'Or, La Régulière est un espace à part. On y vient pour feuilleter des ouvrages, écouter des lectures d'enfants, échanger autour d'un café. Les gérantes en ont fait un endroit convivial, où l'on se sent chez soi. J'y fais souvent des dédicaces, car ici, la littérature est vivante et accessible à tous. Le musée du Quai Branly, dans le 7e. Le Quai Branly est unique. On peut y rencontrer les cultures d'ailleurs. L'Océanie, l'Amérique, l'Afrique. Et puis le bâtiment est superbe, ainsi que son jardin, une œuvre en soi. Pour ceux qui sont loin de leur pays, ce lieu aide à se reconnecter. Je le conseille aux jeunes. On y parle de l'autre. On montre que chaque culture a une histoire. À partager. En famille.
Pour les plus de 12 ans, le plein d'adrénaline, la grande roue la plus éclairée, le plus grand booster ou le plus grand 8 démontable de l'Hexagone, avis aux têtes brûlées, les manèges de la plus grande fête foraine d'Europe vous attendent pour faire le plein de sensations fortes. Cette nouvelle édition démarre le 4 avril sur la pelouse de Reuilly, dans le 12e arrondissement. Plus d'informations sur www.foiredutrône.com. Pour les 0-3 ans, sortez le porte-bébé. On fait l'expérience d'une visite sensorielle à deux avec la Baby Visit du musée Bourdelle dans le 15e arrondissement. Parents et enfants font ensemble la découverte des œuvres et après un moment de relaxation dans l'ambiance feutrée du lieu, se lancent dans la réalisation d'une mini-sculpture. La prochaine séance se tient le mercredi 9 avril à réserver d'urgence. Plus d'informations sur le site internet Bourdelle, bourde2le.paris.fr. Pour les 8 à 12 ans, à la pointe de l'actu, enquête d'infos, c'est la première édition du festival de décryptage de l'information et d'éducation aux médias lancé par les bibliothèques parisiennes qui a lieu du 29 mars au 12 avril. Entre conférences, rencontres, ateliers et spectacles, explorer l'actualité et jouer avec elle autour d'un programme d'événements étonnants. Plus d'informations sur bibliothèque.paris.fr. Pour les 4-7 ans, place à la bonne humeur. Le carnaval des femmes perpétue la fête traditionnelle des blanchisseuses à la mi-carême avec leur fameuse reine. En famille, parez-vous de vos plus beaux atours et venez participer au défilé dans les rues de la capitale. Rendez-vous le dimanche 6 avril sur la place du Châtelet à Paris-Centre. Plus d'informations sur le site internet www.carnaval-paris.org. C'est gratuit. Vous fredonnez à tout va ? Que l'on chante juste ou faux, l'essentiel est de s'amuser. Voilà ce que propose la chorale participative Envie de chanter, qui investit le théâtre de la Concorde dans le 8e arrondissement. On réserve sa place pour cette chorale où la bienveillance et le lâcher-prise sont au rendez-vous. De Mylène Farmer au Black Eyed Peas, on se casse la voix sans retenue et dans la bonne humeur. Plus d'informations sur le site internet théâtredelaconcorde.paris. Vous collectionnez les mangas. Chaque année, les bibliothèques invitent les lecteurs à voter pour leur manga préféré. Pour célébrer la culture japonaise dans sa richesse et son éclectisme, on découvre les lauréats 2024 classés en 3 catégories d'âge. De quoi ravir les fans. Plus d'informations sur paris.fr/que faire. Vous adorez Kiosque en fête ? Les kiosques qui se cachent dans les parcs et les jardins de la capitale réservent bien des surprises. Spectacles, concerts, cours de sport ou rencontres citoyennes, on découvre vite le programme qui débute avec le printemps. Sur le site internet paris.fr/kiosque au pluriel -du6 an-6 fête. Vous vous mettez à la broderie. Du 27 mars au 31 mai, on file au bureau du design, de la mode et des métiers d'art dans le 12e pour admirer l'expo Fils et Filiation consacrée à la broderie et à la mémoire. Puis, du 4 au 5 avril, les créatrices et les créateurs de cet espace unique en son genre vous ouvrent les portes de leurs ateliers. Plus d'informations sur www.bdmma.paris. Vous vibrez pour le ballon rond ? Non, vous ne rêvez pas. Le club de foot du Paris FC a reconduit cette saison la gratuité totale sur tous les matchs de championnat à domicile de ses équipes masculines et féminines. On sort son écharpe de supporter et on réserve vite sa place. Avant la montée de ces messieurs, on croise les doigts en Ligue 1. Plus d'informations sur le site internet parisfc.fr. À connaître. Écran. Coup de cœur, à voir. Être noir à l'opéra. On se faufile dans les coulisses de l'Opéra de Paris avec le danseur étoile Guillaume Diop et la contrebassiste Sullivan Loiseau. Dans un documentaire plein d'enseignements, les trajectoires des deux artistes noirs racontent l'ouverture à la diversité de la mythique compagnie parisienne, un sujet nécessaire à retrouver sur www.arte.tv. À écouter. Où se sont rencontrés Bouvard et Pécuchet, les célèbres personnages de Gustave Flaubert. Vous le saurez avec Balade au fil des livres. L'académicien François Sureau vous emmène avec ce podcast dans des lieux parisiens chers à des écrivains. Le moindre coin de rue y devient aussi passionnant qu'un roman. Retrouvez les balades au fil des livres sur le site internet podcast.osha.co/balade au pluriel -du6o -du6 fil -du6d
tiré-du-6 livre au pluriel. À scroller, de Daniel Pénac à Nikos Aliagas, de Philippe Labro à Stéphane Bern, Marine Bédé fait des rencontres passionnantes. Elle est entourée de livres d'art, de romans ou de poésie dont elle adore les citations. On la voit dans presque toutes les librairies ou marchés aux livres. En bref, rien de ce qui est culturel ne lui est étranger et elle partage sa passion avec générosité dans ses idylles culturelles. Suivez-la sur Instagram, @idylle au pluriel. Culturel au pluriel. Livre. En 2025, on célèbre les relations entre la France et le Brésil. Pour l'occasion, le pôle langue de la bibliothèque Benoît de Groot, dans le 14e, spécialisé en littérature lusophone, vous plonge au pays du carnaval. Tous les coups de cœur des bibliothécaires de la ville de Paris sont à retrouver sur le site internet bibliothèque.paris.fr. Pequenas Criaturas de Rubem Fonseca, publié chez Campo das Letras en 2003. Rubem Fonseca était d'abord policier, puis scénariste, avant de se mettre à la littérature, deux carrières qui ont nourri son imaginaire et sa plume. Alors qu'il excellait dans les genres parfois déconsidérés du polar et de la nouvelle, il est grand temps de découvrir en VO les petites créatures de cet immense auteur. Celle qu'on tue de Patricia Mello aux éditions 10-18, publié en 2024. Une avocate de Sao Paulo au Brésil part assister au procès des assassins d'une jeune indigène dans l'état de l'Acre. Ce féminicide fait un écho troublant à son histoire familiale et personnelle. Ce roman vif et puissant, documenté et par moments mystique, vous transporte rageusement dans une quête de justice en bordure de forêt amazonienne. Écoute Jolie Marcia de Marcelo Quintanilla aux éditions Saela en 2021. Marcia, infirmière dans un hôpital proche de Rio, vit dans une favela avec son nouveau compagnon et sa fille qui a de bien mauvaises fréquentations. Sur une palette de couleurs tranchées, on lit une histoire forte d'amour maternel. Loin des clichés, cette BD saura vous surprendre à coup sûr. Le Portugais du Brésil aux éditions Assimile, publié en 2022. Pour adultes ou pour enfants, les méthodes d'apprentissage sont nombreuses et variées dans les pôles langues. Que ce soit pour voyager, chanter du Chico Buarque ou lire Jorge Amado en VO, vous pouvez vous initier gratuitement au brésilien, et ce même depuis chez vous, grâce à votre compte en ligne des bibliothèques de la ville de Paris. À vous de jouer. Le bingo parisien. Défi numéro 1, photographier un playground de basket. Défi numéro 2, trouver un banc d'Avioud. Défi numéro 3, visiter une expo dans une bibliothèque. À gagner. Pour jouer, il vous suffit de relever nos défis et de nous envoyer vos photos par email avant le 1er avril 2025 à cette adresse dicom, _, jeu au pluriel, @paris.fr. À la clé pour les 3 gagnants tirés au sort, des places pour Tout est bien qui finit bien de Frédéric Gessua au Théâtre 13 dans le 13e arrondissement. Des entrées pour l'expo Ravel Boléro à la Philharmonie de Paris dans le 19e arrondissement. Des places pour le concert dans le style ancien à la salle Cortot dans le 17e. Un exemplaire du tome 1 de la BD Akissi de Paris, édition Gallimard 2024. Des passes pour le cinéma Luxor dans le 10e arrondissement. Des porte-clés Jeux de Paris 2024. Quiz. Première question. Combien de parcs, jardins et squares publics sont-ils entretenus par la ville de Paris ? Réponse A, 144. Réponse B, 398. Réponse C, 536. La bonne réponse est la réponse C, 536. Deuxième question. Quel est le plus grand parc parisien ? Réponse A, le parc de la Villette, dans le 19e. Réponse B, le parc des Buttes-Chaumont, dans le 19e. Réponse C, le parc Montsouris, dans le 14e. La bonne réponse est la A, le parc de la Villette, dans le 19e. Troisième question. On y trouve des vignes, un labyrinthe et des œuvres d'art contemporain. Quel est ce parc ? Réponse A, le parc Monceau, dans le 8e. Réponse B, le parc de Bercy, dans le 12e. Réponse C, le parc de Choisy, dans le 13e. La bonne réponse est la réponse B, le parc de Bercy, dans le 12e. Tribune. Ces tribunes n'engagent pas la rédaction. Groupe Paris en commun. Rémi Ferraud, président du groupe.
vous avez la parole. Après la suppression des trottinettes en libre service et la tarification du stationnement des SUV, vous serez appelé à vous prononcer dimanche 23 mars pour ou contre végétaliser et rendre piétonnes 500 nouvelles rues dans Paris, réparties dans tous les quartiers. Il s'agit là d'un enjeu essentiel lié au cadre et à la qualité de vie et qui permet de lutter toujours plus et mieux contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. C'est aussi un moyen simple et efficace de faire reculer le nombre d'accidents liés à la circulation et surtout de permettre à tous les Parisiens de se réapproprier l'espace public. Cette troisième votation citoyenne s'inscrit dans le souhait d'Anne Hidalgo et de son équipe municipale de demander chaque année leur avis aux habitants de notre ville sur un sujet concret et qui les concerne directement. Cette année, une nouveauté, parce que la votation contribue à l'apprentissage de la citoyenneté, les jeunes de 16 à 18 ans qui se seront inscrits préalablement pourront également voter. Et à nouveau, les mairies d'arrondissement qui le souhaitent auront la possibilité d'ajouter une question propre à leur arrondissement. Pour savoir où voter, vous pouvez renseigner votre adresse de résidence sur le site paris.fr, www.paris.fr/page au pluriel /nouvelle-du-6 votation-du-6 rendez-du-6 vous-du-6 au-du-6 urne-du-6 le-du-6 23 en chiffres -du-6 mars-du-6 2025 en chiffres -du-6 29 900 en chiffres. Le 23 mars, aux urnes citoyennes et citoyens de Paris. Pour contacter le groupe Paris en commun, rendez-vous sur les comptes Twitter et Facebook, @groupe PEC. Groupe Les Écologistes, Fatoumata Koné, présidente du groupe. Rue Jardin pour une ville vivante. Et si les rues de Paris devenaient des jardins ? Ce qui semblait autrefois un rêve lointain est aujourd'hui une transformation à portée de main. Imaginez une ville où l'asphalte cède la place aux arbres et aux fleurs, où les enfants jouent librement dans la rue, où l'on prend le temps de lire ou de discuter paisiblement à l'ombre des platanes. Ce Paris plus vert, plus accueillant, plus doux, c'est celui que nous voulons construire avec vous. Alors que l'on se prépare à vivre à Paris sous 50 degrés, la transformation et l'adaptation de la ville doivent être une priorité. En faisant inscrire l'objectif de créer 300 hectares de nouveaux espaces verts ouverts au public, nous affirmons une ambition claire, végétaliser partout où cela est possible. Il est temps que la nature quitte les parcs et jardins pour irriguer chaque quartier, chaque rue, chaque place. Mais les rues-jardins ne sont pas que des îlots de fraîcheur, elles incarnent une vision plus large, celle d'une ville réappropriée par ses habitantes et habitants. Une ville où l'espace public devient un lieu d'échange, de rencontre, de convivialité, où nous pouvons nous reconnecter à la nature, apprendre à la comprendre, la respecter et la protéger. Le 23 mars, vous aurez l'occasion de participer à cette transformation en soutenant les rues-jardins lors de la votation citoyenne. Ensemble, faisons le choix d'un Paris vivant pour nous et pour les générations futures. Retrouvez le groupe Les Écologistes sur le site internet www.groupe-écologiste-au-singulier.paris. Groupe communiste et citoyen, Yann Brossa et Raphaël Primet, coprésidents du groupe. Fermeture de classes à Paris, Macron et Dati organisent la saignée. Paris paie le plus lourd tribut du pays en matière de fermeture de classes. À la rentrée 2025, 177 classes risquent de disparaître, accompagnées de 110 suppressions de postes dans le premier degré et 92 dans le second. Paris représente près d'un quart des suppressions nationales, alors qu'elle ne représente que 3% de la baisse démographique. Une véritable hécatombe qui va saturer davantage encore les salles de classe, détériorer les conditions d'enseignement et aggraver la crise de recrutement et de vocation des enseignants. Un saccage méthodique de l'école publique qui favorise l'essor du privé, dont la part est passée de 33% à 36% en un an. Paris est déjà l'académie la plus ségrégée de France et le privé sous contrat y est largement épargné. En 2024, il n'a subi que 50 suppressions de postes contre 303 dans le public. Si rien n'est fait, plus d'un élève sur deux y sera scolarisé d'ici 2034. Ce gouvernement privilégie les intérêts du privé au détriment de l'école publique, de l'égalité
l'équité et de la mixité scolaire. Face à cette saignée, Madame Dati reste silencieuse. Ministre et maire du 7e, elle cautionne cette destruction sans broncher. Ignore-t-elle les conséquences catastrophiques de ces mesures ou considère-t-elle les élèves du public comme des enfants de seconde zone? Parents, enseignants, professionnels de l'éducation, mobilisons-nous. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu et à travers eux, l'avenir de notre ville, de notre pays. Pour contacter le groupe communiste et citoyen, rendez-vous sur le site communiste au pluriel-du6 paris.fr, les comptes Twitter et Facebook @élus au féminin pluriel PCF Paris et le compte Instagram groupe communiste et citoyen Paris. Groupe Union Capitale. Geoffroy Boulard, Pierre-Yves Bournazel et Agnès Evren, coprésidents du groupe et les élus du groupe, pour une véritable décentralisation à Paris. Depuis 2020, les mairies d'arrondissement ont démontré qu'elles étaient l'échelon pertinent pour la gestion des politiques locales, en première ligne lors de la crise du Covid-19. L'acte 1 de la territorialisation, adopté en 2021, a permis quelques avancées en renforçant la gestion de proximité, notamment sur la propreté, l'aménagement de l'espace public et la territorialisation des politiques sociales et éducatives. Pourtant, l'acte 2, présenté comme un aboutissement, est bien en deçà des attentes. Loin du Big Bang territorial promis, ce nouvel acte ne s'accompagne ni des moyens budgétaires nécessaires, ni d'une véritable reconnaissance du rôle des maires d'arrondissement. Les sommes engagées par la mairie centrale sont bien trop faibles pour avoir un impact réel sur le terrain. Au-delà des moyens financiers, l'organisation administrative est inefficace et pénalisante. Les agents de la fonction publique déconcentrés n'ont aucune incitation à travailler en mairie d'arrondissement, où les traitements sont inférieurs et les perspectives de carrière limitées. Enfin, comment parler de territorialisation lorsque les maires d'arrondissement restent cantonnés à un simple rôle consultatif ? Cet acte 2 comporte quelques avancées, mais il demeure insuffisant. Le groupe Union Capitale exige une véritable réforme du statut de Paris, garantissant plus d'autonomie, de moyens et un réel pouvoir de décision aux mairies d'arrondissement. Nous appelons à passer d'une territorialisation subie à une décentralisation assumée. Groupe Changer Paris. David Alphand et Rachida Dati, coprésidents du groupe. La voix des Parisiens doit être respectée. Permettre aux Parisiens de mieux s'impliquer dans les décisions qui façonnent Paris est un objectif louable. Pour cela, les 2 premières votations d'Anne Hidalgo ont été des échecs. Elles ont été largement boudées avec des participations de 7,46% puis 5,68%. Aucun enseignement n'en a été tiré. Que faire pour permettre aux Parisiens d'exprimer réellement leur voix ? Rien. Pire, la votation du 23 mars propose une question infantilisante autour des rues jardins aux Parisiens. Sans explication sur les impacts concrets de ce vote pour leur quotidien, elle se résume à un choix simpliste, arbre ou voiture. Avec ce nouveau simulacre, Anne Hidalgo éloigne les citoyens des décisions qui comptent et décrédibilise toujours plus la démocratie locale. L'Assemblée citoyenne, les conseils citoyens, le Conseil des générations futures, etc. Les comités Théodule qui s'empilent au gré des coups de com' de la ville n'arrangent rien et visent à délégitimer le rôle des élus choisis par les Parisiens. Des méthodes inquiétantes alors que l'abstention atteint des niveaux alarmants et que tant de Parisiens ont le sentiment que leur voix ne pèse plus. La réforme du mode de scrutin aux élections municipales doit aussi répondre à ce mépris démocratique. Chaque Parisien ne vote pas à armes égales aujourd'hui. Ce pur déni démocratique est farouchement défendu par ceux qui en profitent depuis des années. Là aussi, il est temps d'en finir avec ces manœuvres politiciennes. Cette réforme a un objectif simple, qu'un électeur soit égal à une voix et que la voix de chaque Parisien puisse vraiment compter. Groupe Les Républicains, les centristes et indépendants, Demain Paris. Francis Spinner, président du groupe, et les élus du groupe. Les votations citoyennes, un outil démocratique dévoyé. La votation sur les trottinettes n'avait mobilisé que 7,46% des électeurs. Plus récemment, celle sur les SUV a fait encore pire, seulement 5,68% de participation. Plus de 9 Parisiens sur 10 ont tourné le dos aux votations citoyennes. Ce chiffre devrait alerter la majorité municipale sur un désintérêt massif des Parisiens, non pour la démocratie locale, mais pour un dispositif vidé de son sens. Pourquoi une telle indifférence ? Parce que ces référendums sont joués d'avance. Parce que les questions posées ne sont qu'un prétexte pour légitimer des décisions déjà prises. Parce qu'il ne s'agit pas de consultation, mais de plébiscite. Les Parisiens savent que leur vote ne changera rien. Le procédé est biaisé dès le départ.
Prenons l'exemple de la dernière votation sur la transformation des rues en jardins. Qui pourrait être contre une rue végétalisée ? Poser la question ainsi, c'est en réalité éluder les enjeux plus larges. Quelles conséquences sur la circulation, le stationnement, l'entretien, la sécurité ? Le rôle d'un élu n'est pas d'aligner des évidences séduisantes, mais de penser la ville dans sa globalité, d'articuler les intérêts parfois contradictoires de ceux qui y vivent, y travaillent, s'y déplacent. Si la vocation de ces votations était véritablement démocratique, pourquoi refuser à l'opposition le droit de proposer des sujets à soumettre aux Parisiens ? Cet outil, qui pourrait être un levier intéressant de démocratie locale, est réduit à un exercice de communication d'Anne Hidalgo. Nous réinventerons ces votations pour demain redonner la parole aux Parisiens. Retrouvez le groupe Demain Paris sur son site internet www.demainparis.fr, sur Twitter @GRPE Demain Paris et sur Instagram @GRPE Demain Paris. Groupe Modem et indépendant. Maude Gattel, présidente du groupe, et les élus du groupe. Démocratie à Paris, simulacre de votation. La démocratie participative est un levier puissant pour approcher les citoyens de l'action publique, à condition d'être utilisée avec sincérité et d'être complémentaire à la démocratie représentative. Elle ne doit ni être dévoyée ni servir d'alibi. C'est pourtant ce qu'a proposé l'exécutif avec un vote sur les rues-jardins, une proposition déjà actée par le Conseil de Paris. Pour renforcer la participation citoyenne, il faut exclure les sujets dont les résultats sont écrits et privilégier des débats ouverts. Pourquoi, dès lors, ne pas poser aux Parisiens la question essentielle du mode de scrutin qui régit leur ville ? La loi PLM qui définit le système électoral parisien montre depuis longtemps ses limites. Alors pourquoi la maire refuse-t-elle catégoriquement toute remise en question ? L'exécutif affaibli craindrait-il le suffrage direct et l'expression des Parisiens ? Comment accorder du crédit à ceux qui se posent en défenseurs de la participation citoyenne, mais refusent de consulter les habitants sur le mode d'élection de leur ville ? Une démocratie participative digne de ce nom ne peut se construire sur des simulacres de consultation. Si la maire de Paris veut réellement associer ses citoyens aux décisions, elle serait inspirée de les questionner sur les sujets fondamentaux, à commencer par le mode de gouvernance. Nous proposons que les Parisiens puissent voter 2 fois, pour leur maire d'arrondissement et pour leur maire de Paris. D'autres y sont opposés. Ayons ce débat et écoutons les Parisiens. À colorier. Sur cette page, un dessin à colorier de l'hôtel de ville, son parvis avec des arbres et des passants. Toujours plus de nature. Après la place de Catalogne dans le 14e arrondissement et le bois de Charonne dans le 20e, une nouvelle forêt urbaine s'apprête à éclore sur le parvis de l'hôtel de ville, Paris-Centre. D'ici l'été, 118 arbres et arbustes sur une surface de 2500 m² viendront rafraîchir et embellir une place jusque-là très minérale. Rappelons que dans les années 1980, le lieu était ouvert à la circulation automobile, impensable aujourd'hui, et en 2026 sortira de terre la forêt urbaine de la place du Colonel Fabien.